Ce colloque s'inscrit au sein d'une activité de recherche dans un lieu qui a été voulu comme un lieu de recherche et de dialogue par le cardinal archevêque de Paris, prédécesseur de Monseigneur XXIII, le cardinal Lustiger. Il y a des pôles de recherche et le troisième de ces pôles est le pôle bioéthique et santé. Nous entendons souvent que le pluralisme des éthiques est une fatalité politique contre laquelle nous pouvons peu, sinon rien. Et chacun y va de son mieux dans sa sphère pour travailler à un consensus éthique, conçu comme plus petit ou plus grand, cela dépend des uns et des autres, dénominateur commun. Et pour le reste, nous sommes face à un grand silence des consciences privées. Ou alors, il faudrait peut-être ne pas se contenter d'une vision si réductrice et imaginer la possibilité de construire un dialogue sur la base d'arguments rationnels et pourquoi pas cumulatifs. C'est à cette tâche que nous sommes invités directement par vous, Monseigneur. Merci. Monsieur le député, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir ce colloque dans la mesure où il est une des premières manifestations publiques du travail accompli dans l'un des domaines de recherche qui ont été ouverts dans le cadre du Collège des Bernardins autour des questions de bioéthique. Cette décision d'ouvrir une chaire de bioéthique correspond à la fois à la vocation du Collège des Bernardins et à la situation dans laquelle nous nous trouvons dans nos sociétés occidentales. À la vocation du Collège des Bernardins, puisqu'il a été voulu, conçu et réalisé par le cardinal Lustiger comme un lieu de rencontre entre la sagesse chrétienne et les recherches et les réflexions qui traversent notre société. Et il est aussi postulé par la situation de nos sociétés occidentales dans la mesure où, en l'espace d'un siècle, l'accélération des capacités de recherche, des découvertes et des perspectives, des possibilités réelles s'est élargie de façon considérable jusqu'à poser la question de la compatibilité entre une certaine approche de la recherche et le respect de la dignité humaine. Si bien que la recherche, d'une certaine façon, fournit sa propre justification par le fait qu'elle existe et qu'elle réussit, et que le dynamisme même de sa réussite relègue les questions du sens et de la morale dans des cercles qui posent des questions de principe, alors que le dynamisme de la société, c'est de réaliser ce qui est effectivement possible. Et donc, il nous semble qu'à mesure que nous avançons dans ce développement exponentiel de la recherche, l'acuité des questions de sens et de légitimité devient plus forte et se pose non plus simplement en termes de convenance ou en termes d'utilité, mais en termes de dignité et de finalité de la personne humaine. C'est pourquoi je me réjouis que les recherches qui ont été commencées et qui vont se poursuivre permettent de poser un certain nombre de questions et probablement d'ouvrir des pistes de réponse de telle façon que, dans ce débat dont le gouvernement français a voulu la mise en œuvre avant la révision des lois dites de bioéthique, un certain nombre de questions puissent être formulées et entendues. Je vous remercie.
Éminence, merci beaucoup. Je dis donc quelques mots maintenant pour non pas présenter, mais introduire les propos de Jean Leonetti. Chacun de nous connaît ici la remarquable présidence que vous avez effectuée, de la mission parlementaire sur l'accompagnement de la fin de vie qui s'est mise sur pied juste après l'émotion très forte et très passionnelle suscitée par l'affaire Imbert, l'affaire Vincent Imbert, car il y a peut-être plusieurs affaires, et cette mission d'information parlementaire a conduit, comme nous le savons tous, à la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie du 22 mars 2005, loi qui porte votre nom. Une plus récente affaire ou de plus récentes affaires ont conduit le pouvoir politique à s'interroger sur l'opportunité de refaire une nouvelle version de cette loi. Une seconde mission d'information a vu le jour que vous présidez et je crois que les auditions sont toujours en cours. Et puis, vous présidez le comité de pilotage, alors je ne sais pas s'il faut dire des États généraux de la bioéthique, si c'est ça, des États généraux de la bioéthique, qui comprend 6 membres, 3 politiques, Madame le sénateur Marie-Thérèse Hermange, vous-même, Alain Claes, et puis 3 non politiques qui se trouvent tous appartenir au comité d'orientation de l'Agence de la biomédecine. Voilà. Vous avez publié 3 livres, mais ce n'est pas le lieu de les rappeler ici. Et nous vous écoutons avec grand intérêt et grande joie. Merci. Éminence, Mesdames, Messieurs, d'abord merci d'être là et de découvrir ce lieu exceptionnel que je n'avais jamais visité. Ensuite, vous dire que je mesure bien combien il est difficile de parler de bioéthique, en particulier dans le contexte de notre société et aussi en essayant de faire que ce débat soit un débat populaire, sans être un débat simplifié. Ensuite, vous dire que l'éthique et la bioéthique n'y échappent pas, est un questionnement. Et que donc, dans ce questionnement, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que la bioéthique ? Probablement mal nommée, puisqu'elle pose des problèmes qui dépassent le simple problème du biologique et de la morale. La deuxième question est de savoir pourquoi faire un débat de bioéthique ? Et pourquoi le faire à la fois dans une révision législative, mais aussi le faire comme le président de la République l'a voulu, comme un grand débat citoyen. Je vais essayer de vous dire ce que je crois que la bioéthique n'est pas. Ce n'est pas d'abord le combat du progrès contre l'obscurantisme. Certains pensent que, de Galilée à Darwin, la science a à vaincre des forces qui sont celles de la morale établie, qui empêcheraient la vérité scientifique de faire jour dans ses applications et dans le progrès qu'elle engendrerait pour le genre humain. Je crois que nos concitoyens ont bien compris que le progrès n'était pas toujours dénué de risques, et qu'ils ont bien aussi compris que la valeur de la dignité humaine, devant les situations dramatiques que vit le monde et qu'a vécu le monde dans les derniers conflits mondiaux, montre bien que l'humain doit être préservé. La deuxième idée, c'est que la bioéthique n'est pas une recherche de combat du bien contre le mal. Il est paradoxalement, à mes yeux, le combat entre deux biens. Puis-je prélever une cellule embryonnaire et remettre en question l'embryon en tant qu'être en devenir pour essayer de découvrir peut-être à terme des éléments qui vont améliorer ou guérir telle ou telle pathologie. Et donc, dans ce conflit de valeurs et d'intérêts, il faut bien regarder derrière ce qu'il y a derrière ces intérêts, mais ne pas considérer
de manière un peu manichéenne, que la vérité est simple à émerger. L'autre élément, c'est que par rapport à cette morale établie, il y a des choses qui émanent d'un certain nombre de convictions d'un certain nombre de nos concitoyens et d'autres qui peuvent être considérées comme universelles, dépassant même le cadre de la foi, de notre territoire et même de notre culture. L'homme ne doit pas être un esclave, il ne doit pas être marchandisé. La réification de l'humain doit être rejetée. Le don doit être anonyme et gratuit. Voilà des grands principes qui méritent de s'incarner dans la loi et de s'incarner dans la règle, mais qui montrent bien que, au-delà des valeurs que telle ou telle personne peut défendre, il y a une réflexion, justement, au travers de la découverte scientifique, sur des valeurs que nous pensions assez simples et qui sont remises en cause. Et si je donne mon rein à mon frère, et si je donne un rein à mon frère, le don n'est plus anonyme. Ai-je pourtant le droit de le faire? Ça n'est pas non plus le combat ou le débat entre experts. La science n'est pas porteuse de ses propres valeurs, à mon sens. Pour avoir travaillé au CNRS pendant plusieurs années, j'ai bien vu que lorsque le chercheur est fixé sur sa recherche, il cherche. Et l'éthique est en amont et en aval. Mais elle n'est pas sur la recherche elle-même. Demander aux chercheurs d'être à la fois les porteurs du savoir de la science et les porteurs du savoir de la morale, c'est leur donner une mission qu'ils ne peuvent pas assumer, et c'est confisquer à l'ensemble de la population, dans une démocratie, la nécessaire réflexion sur les questions qu'elle génère. La bioéthique n'est pas que la limitation par une morale sur des valeurs des progrès scientifiques. Ce serait trop simple de mettre une colonne en disant voilà les limites et de poser les limites, même si tout ce qui est possible n'est pas forcément souhaitable. Ça n'est pas uniquement sur une grille de lecture de règles morales que l'on doit limiter la science. La science génère en elle-même une réflexion qui remet en question non pas nos valeurs, mais qui les remet en perspective. Et s'il y avait un combat, peut-être émergent, c'est probablement celui du fatalisme individuel et utilitariste, qui gagne notre société et qui prône par exemple le moins-disant éthique. Puisque cela se fait en Inde, et que ce monde est un monde ouvert dans lequel tout le monde peut se déplacer, appliquons-le en France pour faire en sorte que les gens n'aient pas à se déplacer en Inde. Puisque cela se pratique en Belgique, faisons en sorte que cela puisse se pratiquer en France pour que les plus pauvres d'entre nous ne soient pas écartés de solutions et de demandes sociétales qui pourraient s'appliquer dans le pays voisin. On voit bien le risque et le danger. À quoi ça servirait-il alors de débattre dans la loi française, puisqu'il suffirait de faire l'accumulation de toutes les législations les plus permissives et de les appliquer en France pour permettre aux Français de bénéficier, entre guillemets, de toutes ces méthodes. Le deuxième élément qui me paraît être un élément dangereux, c'est la compétitivité scientifique. Les Anglais le font. Si vous voulez que la science progresse, faites-le en France. Sinon, la recherche scientifique anglaise dépassera la recherche scientifique française. Voilà ce que l'on entend et qui est une autre forme de compétitivité utilitariste, en recherchant le moins-disant éthique. L'autre question,
est celui de la compassion individuelle médiatique. Nous avons vu avec beaucoup d'émotion une femme nous expliquer son bonheur. Récemment, à la mission d'évaluation parlementaire, d'avoir bénéficié d'une mère porteuse aux États-Unis. Et que tout s'était passé dans le plus beau pays du monde et dans les meilleures conditions du monde. Avec quelques dollars, bien sûr, à la clé, et avec l'argumentaire qui consiste à dire « Vous ne pouvez pas savoir la souffrance que j'avais lorsque j'avais perdu mon enfant avec une rupture utérine qui m'a empêché d'en avoir de nouveau, et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai aujourd'hui d'avoir donné une petite sœur à mon premier enfant. » Et j'ai bien vu un certain nombre de membres de la mission écarter les yeux un peu humides et se dire eh bien oui, pourquoi ne pas donner ce bonheur individuel? On avait oublié la mère porteuse, on avait oublié l'instrumentalisation de la femme, on avait oublié un certain nombre de grands principes sur la compassion individuelle. Et si cette compassion est médiatisée, alors la pression des médias vient sous l'éclairage aveuglant vous dire que faites-vous pour elle? Comment se fait-il que la loi ne s'applique pas à elle? Et donc là aussi, il y a un véritable danger d'être tiré par la manche dans l'immédiat et dans le partiel, en oubliant l'universel et le long terme. Si bien qu'au fond, si la bioéthique est un questionnement, sur quoi est-elle ce questionnement? Elle est, à mon avis, bien sûr sur les valeurs partagées, dont il convient de réfléchir sur les fondements. Mais elle est aussi sur un certain nombre de choses. La première, à mes yeux, c'est l'altérité, l'autre. Quand je dis ma liberté, de façon assez banale, en quoi j'altère celle de l'autre? Et plutôt que l'autre, comment j'altère celle des autres? Comment, par mon choix individuel, je fissure le pacte des valeurs? La deuxième question, c'est accepter la complexité. Accepter le questionnement, c'est obligatoirement accepter la complexité. Accepter que les choses ne sont pas simples et affirmer que lorsqu'elles apparaissent simples, elles sont simplistes. Et que si elles sont simplistes, elles sont fausses. En médecine, en biologie, comme en morale. Et enfin, développer une éthique de la fragilité. Considérer justement que la fragilité doit être la préoccupation principale. Et ce qui est le plus fragile, le mourant, le mendiant, le vieillard, l'enfant à naître, l'enfant qui naît, sont les éléments que la civilisation et notre culture doivent protéger en premier. Et la force du désir et de l'insatisfaction ne doit pas primer sur la fragilité de l'ensemble des êtres qui, justement, ont besoin, dans une civilisation qui dit que la loi protège le faible par rapport au fort, elle ne doit pas être la loi qui répond à chaque insatisfaction et à chaque désir, sinon elle dégradera justement l'ensemble de cette quête de valeur et de cette quête de sens qui organise obligatoirement une civilisation qui a volonté d'être durable. Voilà les questions que j'ai et je n'ai pas de réponse. Mais ça n'est pas parce qu'on n'a pas de réponse qu'on n'agit pas, comme en médecine. Ça n'est pas parce qu'on est certain ou incertain qu'on ne fait pas quelque chose pour son malade. Et donc, je crois que le législateur doit écrire la loi bioéthique d'une main tremblante, mais en même temps que chaque citoyen doit s'approprier ces questions. Et dans le grand débat de bioéthique que le président de la République a voulu, et qu'avec Marie-Thérèse Hermange et 4 autres personnes, on essaie de développer, il faudrait bien que le questionnement prime sur le sondage. Nous ne sommes pas là pour dire si vous êtes pour ou contre les mères porteuses, ou si on est pour ou contre la procréation médicale assistée, ou si on est pour ou contre la possibilité de don d'organes entre vivants. On est là pour faire émerger des questionnements.
Et je pense qu'à ce moment-là, on aura fait un double progrès. C'est-à-dire que le débat populaire sera riche et il enrichira le législateur, mais il enrichira celui qui s'est engagé dans la voie de la réflexion sur ces thématiques, qui sont, vous le savez, bien plus porteuses de réflexion sur un humanisme rénové que les questions ponctuelles que quelquefois le législateur s'obstine à vouloir résoudre en urgence. Monsieur le professeur Morange, cher Michel, vous êtes professeur de biologie à l'École normale supérieure et à l'université Paris 6. Sur le site en ligne, j'ai lu Paris 4. Mais sur le dépliant, c'est bien Paris 6. Vous êtes également directeur du Centre Cavaillès d'Histoire et de Philosophie des Sciences de l'École normale supérieure. Vous avez tout d'abord été formé en biologie. Vous entrez à l'Institut Pasteur en 1971. Vous soutenez une thèse d'enzymologie en 1978. Parallèlement, vous acquérez une formation de philosophie à l'Université Paris 10 sous la direction du professeur Jacques Merleau-Ponty. Vous soutenez cette thèse de troisième cycle qui porte sur l'histoire et l'épistémologie de la biologie moléculaire. Et depuis, vous êtes resté fidèle à cette double orientation. Vous avez maintenu une double activité à la fois scientifique, en biologie moléculaire et cellulaire, en biologie du développement, et en particulier, je crois, sur les protéines de choc thermique et d'autres choses, les fameuses HSP, Heat Shock Protein, et puis activité d'historien et philosophe des sciences. Alors, dans cet exposé, je vais séparer deux branches de la biologie, comme l'avait fait le grand évolutionniste Ernst Mayr en 1960. Je vais distinguer d'un côté la biologie qu'on appelle fonctionnaliste, celle qui s'intéresse aux mécanismes du vivant, comment fonctionne le vivant, comment il marche. Je consacrerai la majeure partie de cet exposé à cette branche de la biologie. Et puis, plus brièvement, j'évoquerai la biologie de l'évolution. À chaque fois, d'une part, j'essaierai de faire aussi rapidement et aussi simplement que possible une sorte de bref résumé de ce qui me semble essentiel dans les progrès accomplis durant ces dernières années, ces dernières décennies. Puis j'essaierai de voir quels sont les enjeux philosophiques posés par cette transformation des connaissances. Et enfin, quelques questions éthiques qui surgissent immédiatement au contact de ces avancées scientifiques et de cette remise en cause ou de ces modifications de la philosophie associée au vivant, avant de tirer quelques conclusions. Commençons donc par Alors évidemment, je ne ferai pas un tableau qui sera absolument général de toutes les sciences de la vie. D'autre part, je vais évoquer des questions qui sont un peu distantes des interrogations qui vont être au cœur de ces journées, mais je pense néanmoins que cet arrière-plan de connaissances biologiques, de connaissances fondamentales est nécessaire pour mieux situer justement ces enjeux éthiques, mieux en apprécier l'importance et peut-être les développements futurs. Je vais donc commencer par la biologie fonctionnaliste, celle qui s'intéresse au fonctionnement des organismes, aux mécanismes opérant à l'intérieur des organismes. Cette biologie a été considérablement renouvelée, transformée pendant le XXe siècle. C'est l'essor de ce qu'on a appelé la biologie moléculaire. C'est une révolution des connaissances extraordinairement importante, d'une part parce qu'elle a dévoilé des principes fondamentaux d'organisation du vivant, le rôle des gènes, de l'information génétique, la manière dont cette information est ensuite traduite, donne naissance à un certain nombre de protéines qui vont avoir des fonctions, mais également parce que la biologie moléculaire a montré que l'étude des structures des molécules, des macromolécules, était en elle-même source d'explication des phénomènes vivants. Et troisième point non négligeable, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie de la recherche pharmaceutique qui vise à mettre au point de nouveaux agents thérapeutiques est en réalité basée sur cette connaissance moléculaire, fortement guidée par cette connaissance moléculaire. Même si
la mise au point de nouveaux médicaments est encore parfois le résultat de hasard heureux, d'expériences un peu au hasard, il est néanmoins clair que la tendance aujourd'hui est à dessiner les médicaments à partir de la connaissance acquise par cette description des molécules. C'est une avancée considérable. Est-ce qu'elle est remise en cause? Je pose la question parce que depuis quelques années, on entend beaucoup dire, même dans le milieu de la biologie, qu'il y aurait une remise en cause importante de la biologie moléculaire, de son réductionnisme, je reviendrai tout à l'heure sur ce terme et sa signification, et que la biologie serait entrée dans une nouvelle phase de son développement, beaucoup plus globale, une vision donc non focalisée sur les molécules. Je crois que cette vision d'une sorte de renversement qui va, chez certains auteurs, on va jusqu'à lire que les biologistes se seraient fourvoyés pendant les 50 dernières années en se focalisant sur les molécules et auraient abandonné les questions importantes de la vie. Je pense que cette vision est fausse. Bien sûr, il y a des transformations, il y a effectivement une tentative d'intégration des connaissances élémentaires acquises, mais il ne s'agit pas d'un renversement. La connaissance des structures moléculaires a toujours un rôle aussi important dans la recherche, aussi bien que d'ailleurs dans la pratique. Et comme je vous le disais, elle est et elle restera clairement au cœur des nouvelles approches thérapeutiques dans les décennies qui viennent. Ce rapide point sur ces connaissances étant fait, je voudrais maintenant passer à 3 enjeux philosophiques qu'a posé l'approche de la biologie moléculaire. Le premier enjeu, c'est la question du réductionnisme. Réductionnisme, vous savez, veut dire qu'on tente d'expliquer les phénomènes complexes à partir des éléments qui les composent. Vieille tradition, on pourrait dire, qui remonte au moins jusqu'à Descartes, et sinon avant. Mais le réductionnisme est souvent critiqué parce que, justement, il oublierait la globalité des phénomènes. Alors, la biologie moléculaire est-elle réductionniste? Certainement, mais peut-être pas aussi réductionniste qu'on ne le pense. Ne serait-ce que parce qu'elle met le niveau principal d'explication au niveau des macromolécules. Les biologistes moléculaires ne descendent pas des niveaux d'organisation plus bas. Un vrai réductionniste devrait tout chercher au niveau des particules élémentaires de la physique. Ce n'est pas le cas. On considère que ce n'est pas inintéressant, mais que ça n'apporterait rien aux explications des phénomènes biologiques. Deuxièmement, quand on regarde les travaux aujourd'hui, la description moléculaire n'a pas aboli, par exemple, l'importance des structures comme la structure cellulaire. La cellule est encore au cœur de la biologie, et je vous montrais qu'elle est encore au cœur aussi de la pratique des biologistes. Donc il ne s'agit pas d'un réductionnisme intégral. Et d'autre part, vous le savez aussi, un certain nombre de disciplines non liées à la biologie moléculaire, qui ont une vision beaucoup plus globale du vivant, ont connu un développement très important dans la même deuxième moitié du XXe siècle, comme les sciences cognitives ou l'écologie, par exemple. Alors, il y a bien eu un réductionnisme extrême. On peut citer des cas de travaux qui niaient, au fond, l'importance de cette intégration au sein du monde vivant, de cette existence de niveaux complexes. Mais ce sont des phénomènes, à mon avis, périphériques. Lié au réductionnisme se pose une deuxième question philosophique qui est le problème du déterminisme. Le réductionnisme et le déterminisme sont souvent liés. Ils ont été liés historiquement. L'approche réductionniste de la science a été liée avec le développement d'une vision déterminisme des phénomènes du monde. Ils sont aussi liés de manière pratique car une approche réductionniste est considérée comme l'approche qui permet l'action la plus efficace sur le monde. Est-ce que la vision qui vient de cette biologie fonctionnaliste, de la biologie moléculaire, est une vision déterministe? La réponse, là encore, n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. En grande partie, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau et que le déterminisme de Claude Bernard n'est pas très différent et de la physiologie du XIXe siècle n'est pas très différent du déterminisme des biologistes moléculaires. Néanmoins, il y a eu au XXe siècle une focalisation sur les gènes et une forme bien particulière de déterminisme qui a pris une importance grandissante, c'est le déterminisme génétique, liant les caractéristiques des organismes, leur destin, aux caractéristiques de leurs gènes. Or là, c'est certain, eu d'énormes excès du déterminisme génétique.
Le déterminisme génétique est important dans un certain nombre de pathologies. Dans un certain nombre de cas, la connaissance des événements moléculaires permet de prédire le développement des pathologies, dans quelques cas, pas dans tous, loin de là. Mais évidemment, lorsqu'on applique ce déterminisme à des comportements humains et qu'on cherche le gène responsable aussi bien de l'homosexualité que du goût de la nouveauté, que de l'instinct maternel, que du langage, évidemment, là, on est dans une forme d'irrationalité totale. Je serais assez optimiste, je le suis par nature, mais je pense que là, je reflète un peu l'état des choses. Ces excès me semblent en recul. Ces annonces spectaculaires ont moins d'importance, moins de place qu'elles n'avaient même dans les médias il y a quelques années. Pourquoi ? Bien parce qu'il est très facile de critiquer ce déterminisme de deux points de vue opposés, complémentaires. Le premier, c'est qu'il est extraordinairement rare, vu la complexité des phénomènes biologiques, qu'un seul gène soit impliqué dans un processus complexe. Et donc, l'idée d'un gène, par exemple, qui soit responsable d'un comportement est d'une certaine manière absurde. La deuxième raison, c'est qu'il y a une interaction forte entre les gènes et l'environnement, interaction en particulier qui se produit au cours du développement. Les meilleurs exemples, on les trouve dans le cas justement du système nerveux, et donc on peut dire des comportements où les gènes, évidemment, vont avoir un rôle dans la construction du système nerveux, mais sa construction fine, sa structure détaillée, vont être le fruit de l'interaction du système nerveux avec l'environnement. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Donc, de ces deux points de vue, à la fois multiplicité des acteurs moléculaires et interaction constructive entre l'environnement et les gènes, la vision du déterminisme génétique, encore quand même si importante, si prenante, et qui quelquefois peut effectivement justifier même des pratiques médicales, cette vision est d'une certaine manière, je pense, en recul. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, certains biologistes avaient dit qu'ils avaient trouvé le gène du langage, c'est-à-dire le gène dont la mutation aurait été responsable dans l'espèce humaine de l'apparition d'un langage lors de la formation de l'espèce humaine moderne. Évidemment, et c'est une vision tout à fait naïve, parce que s'il y a un phénomène qui est bien le produit d'une interaction entre des aptitudes cognitives, certes liées au gène, et un environnement des interactions sociales, c'est bien le phénomène du langage. Troisième enjeu philosophique, c'est la question de la vie. Les premiers biologistes moléculaires affirmaient haut et fort, Francis Crick, Jacques Monod par exemple, qu'ils avaient percé le secret de la vie. Après, on a beaucoup critiqué cette prétention en disant « voyez tous les problèmes qui restent encore insolubles, donc le secret de la vie n'a pas été percé ». Sur ce point, je dirais que néanmoins, il y avait une grande part à mon avis, de vérité dans cette affirmation. Effectivement, les mécanismes fondamentaux du vivant ont été largement compris et les projets actuels de certains biologistes synthétiques de modifier le vivant de manière rationnelle et même éventuellement de fabriquer des formes artificielles de vie ne me semblent pas des projets qui soient en décalage total avec les connaissances acquises. Mais attention, ceci ne veut pas dire pour autant que le problème de la vie, de son apparition, de sa formation, lui, ait été résolu. Et il me semble que le problème s'est déplacé. Ce qu'il reste à comprendre essentiellement, c'est comment ces caractéristiques relativement bien connues se sont mises en place au cours de l'histoire de la vie. Néanmoins, je dirais que ces projets dont je vous parlais, de fabriquer de la vie artificielle, ne me semblent pas absurdes et, je vous donne mon opinion personnelle, à mon avis, seront couronnés de succès dans un avenir plus ou moins lointain. Je laisse de côté les problèmes éthiques que cela pourrait poser, juste pour vous dire que face à ces possibilités, que je pense réelles, il me semble qu'il doit y avoir une réflexion philosophique importante. L'autre jour, je discutais avec des professeurs de philosophie. Il y a un professeur de philosophie qui me dit « De toute façon, je ne crois pas qu'on y arrivera ». C'est possible. Je ne peux pas affirmer le contraire, mais il me semble que ce n'est peut-être pas la bonne attitude. Il vaudrait mieux anticiper.
Il vaudrait mieux voir si un jour on peut fabriquer une forme de vie artificielle, alors qu'est-ce que cela change dans notre conception philosophique de ce qu'est la vie. Il vaut toujours mieux anticiper que se trouver au pied du mur de la réflexion philosophique. Alors sur les enjeux éthiques maintenant posés par ces avancées de cette biologie fonctionnelle, je vais en choisir trois pratiques qui se sont développées ces dernières années, ces dernières décennies, et qui, vous allez le voir, à mon avis, posent à la fois des questions éthiques et ont un lien avec la connaissance fondamentale variable. Première pratique, la thérapie génique. Thérapie génique, modifier le contenu génétique des organismes pour, par exemple, pallier une déficience génétique, le non-fonctionnement d'un gène. Alors, je laisse de côté les fantasmes. Je pense que dans toutes ces questions, il faut faire attention. On peut évidemment rêver un jour qu'on créera, on fabriquera des sportifs à la naissance ou des gens qui auront un cerveau 2 fois plus large, etc. On est là un peu dans le fantasme. En tout cas, c'est clairement au-delà des possibilités des biologistes. Et deuxièmement, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une vraie demande sociétale pour de tels genres de modifications. Donc je vais me concentrer sur ce qui est la pratique déjà existante, même si elle est balbutiante, la possibilité de guérir un certain nombre de maladies par l'implantation de gènes à l'intérieur de l'organisme. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique somatique, parce qu'elle ne touche que le corps et pas la lignée germinale. Les succès sont encore très rares. Les difficultés se sont avérées bien plus grandes que l'on avait anticipé. Mais finalement, du point de vue éthique, je pense qu'il n'y a rien là qui pose de problème absolument nouveau. On est dans l'ordre de la thérapeutique, de nouveaux traitements thérapeutiques, et les seuls critères qui doivent guider celui qui tente de telles approches, c'est de savoir si le bien fait au patient l'emportera sur le dommage, les souffrances qu'il va infliger à ce patient, et savoir si ces nouvelles approches sont supérieures à celles qui pourraient déjà exister. S'il y avait eu des errements éthiques dans ce cas-là, je dirais qu'ils sont sans doute dans l'annonce prématurée de succès qui n'existait pas, dans quelquefois l'imprudence avec laquelle les expériences ont été menées, avec parfois une confiance trop grande dans une connaissance et une absence de recul sur les enjeux et les difficultés, même scientifiques, que posait ce genre d'expérience. Deuxième maintenant approche thérapeutique importante développée ces dernières années, la thérapie cellulaire, la médecine régénératrice, c'est-à-dire cette possibilité d'utiliser des cellules dérivées de cellules souches pour corriger un grand nombre de pathologies, en particulier qui affectent l'organisme au-delà d'un certain âge. On en a parlé énormément, et comme cela a été rappelé tout à l'heure par monsieur le député Leonetti, il y a eu des débats éthiques très violents. C'est vrai qu'on a à nouveau avancé l'argument que ceux qui s'opposaient à ces nouvelles techniques étaient au fond les éternels opposants à l'avancée des connaissances, les éternels opposants au progrès. Des scientifiques, même très grands, ont comparé cette attitude à celle des autorités du XVIe siècle quand elles empêchaient l'autopsie, en disant à l'époque l'Église empêchait l'autopsie, aujourd'hui elle empêche l'usage des cellules souches. Même des très grands biologistes ont fait ce parallèle. Bon, vous savez que le problème n'est pas résolu encore, mais que depuis 2-3 ans, on sait qu'il sera sans doute possible d'obtenir des cellules souches à partir de cellules adultes. Et donc que cette nécessité absolue de travailler par l'embryon, qui était souvent avancée, certainement ne sera pas le cas. Et même, j'irai plus loin, je dirais que l'avenir de cette thérapie cellulaire est très probablement dans cette reprogrammation des cellules de l'organisme, bien plus que dans cette utilisation des cellules souches dérivées de l'embryon. Le problème éthique n'est pas encore totalement résolu parce que l'utilité de travailler sur ces cellules souches dérivées de l'embryon peut se poser. Il y aura un débat probablement à propos des lois de bioéthique là-dessus. Néanmoins, je pense qu'il y a eu là un changement considérable dans les questions éthiques soulevées par cette nouvelle approche biologique. Maintenant, si on laisse de côté donc ce problème de l'embryon et de ces cellules souches embryonnaires,
quelles ont été les graves erreurs, les problèmes éthiques? À nouveau, je pense, ce sont des problèmes d'annonce prématurée, de nier les difficultés qu'on rencontrerait. Or, ces difficultés, elles étaient familières à tous les chercheurs qui avaient déjà travaillé sur ce type de cellules, en particulier leur instabilité, le risque que ces cellules deviennent cancéreuses. Toutes ces possibilités se sont révélées, sont apparues comme des surprises, alors que finalement elles étaient assez bien connues. J'ajouterai aussi qu'on a déjà une certaine expérience de l'injection de cellules embryonnaires à des organismes, puisque c'est un traitement tenté dans le cas de la maladie de Parkinson depuis maintenant pas mal d'années, et on sait aussi combien ces approches thérapeutiques ont rencontré de difficultés. Donc là, il y a clairement eu des effets d'annonce excessifs et une précipitation excessive de la part de beaucoup de chercheurs. J'ajouterai que cette thérapeutique cellulaire, elle n'est pas tellement liée au progrès de la biologie moléculaire, quand dans cette approche, c'est la cellule qui a le rôle central. Et l'idée, c'est que quand on injecte des cellules, les cellules d'elles-mêmes vont gagner le bon tissu de l'organisme, s'intégrer aux autres cellules, former les connexions nécessaires, etc., etc. Donc c'est une thérapeutique qui respecte l'intégrité au moins du niveau cellulaire. Alors, troisième type d'approche, le diagnostic prénatal et préimplantatoire. Il y a là effectivement une influence des approches moléculaires au niveau des outils, mais aussi au niveau d'un certain déterminisme génétique. Vous connaissez sans doute le cas, vous avez entendu parler de ces exemples de diagnostic qui seraient possibles, donc avant la naissance, du risque de développer un cancer du sein, et que dans certains pays, aux États-Unis, ceci a conduit certaines personnes à pratiquer une chirurgie lourde d'ablation des seins pour éviter tout risque ultérieur de cancer. Là, on voit bien comment ce déterminisme génétique a pu influencer, conditionner ce type d'attitude, alors qu'évidemment, l'attitude raisonnable est simplement de considérer que ces personnes ont un risque supérieur et qu'il faut qu'elles soient surveillées de manière très étroite pendant leur vie, mais n'implique pas une chirurgie aussi lourde. Ces quelques exemples mis à part et le fait que, si on regarde le problème du diagnostic prénatal aujourd'hui, en réalité, dans la majorité des cas, ce ne sont pas des diagnostics moléculaires qui sont opérés. Ce sont soit des études de karyotype, donc l'étude des chromosomes, soit, plus souvent encore, ce sont des anomalies repérées par l'examen qui repère la forme de l'embryon. C'est donc ces nouvelles connaissances de la biologie ne jouent pas un rôle si majeur dans ces questions du diagnostic prénatal, un peu plus dans le diagnostic préimplantatoire, mais le diagnostic préimplantatoire n'a pas encore une importance numérique considérable. J'insiste peut-être sur ce point, vous me direz c'est marginal, que ce soit la nouvelle connaissance moléculaire qui soit impliquée ou pas. Pas tout à fait, parce que je pense qu'il ne faut pas lier tous les problèmes. Et il faut voir que dans ces questions justement de diagnostic prénatal, ce n'est pas le déterminisme génétique qui joue un rôle important, mais c'est une certaine vision de ce qu'est l'enfant idéal, de sa morphologie idéale, qui est beaucoup plus influente que ce déterminisme génétique. J'ai fait très rapidement le tour de cette biologie fonctionnelle. Je voudrais maintenant en venir à la biologie évolutionniste. De la biologie évolutionniste, donc c'est la branche de la biologie qui s'intéresse à l'évolution des formes vivantes et tente de comprendre les mécanismes de cette évolution. Là, on pourrait dire que les transformations de cette biologie sont plus anciennes. La transformation majeure s'est produite déjà il y a longtemps, dans les années 1930, avec l'essor de ce qu'on a appelé la synthèse évolutive. Juste un mot, puisque c'est un thème qui sera d'ailleurs discuté dans un autre colloque qui se tiendra ici à l'automne. La théorie de l'évolution aujourd'hui, c'est un ensemble théorique complexe. Et je ne pense pas, comme on l'entend dire quelquefois, que c'est une théorie qui soit interrogée ou qui soit en danger ou qui soit susceptible d'être renversée. Ce n'est pas le cas. Premièrement, il n'y a pas de théorie d'ensemble théorique concurrent de ce qu'est la théorie de l'évolution. C'est un ensemble théorique. Ce n'est pas, comme on dit souvent, la sélection naturelle, point. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et deuxièmement,
Quand il y a des remises en cause, et il y en a beaucoup, elles consistent simplement à voir parmi les mécanismes qu'on connaît déjà, et sans doute d'autres mécanismes qu'on découvrira, quelle est la part relative de ces différents mécanismes dans l'évolution des formes vivantes. Alors, quels sont les enjeux philosophiques ? Bon, le premier enjeu, c'est évidemment la question du hasard. Quelle est la part du hasard dans l'évolution des formes vivantes ? On pourrait en parler longtemps, je ne vais pas le faire. Je dirais simplement qu'il faut se méfier un petit peu de cette notion de hasard, qui en réalité est très complexe, qui rassemble des choses assez différentes. Il y a bien sûr une part de contingence dans la vision que les biologistes ont de l'évolution des formes vivantes, mais cette part n'est pas souvent celle qu'on croit. C'est-à-dire qu'à côté de cette contingence, il y a aussi des déterminismes, il y a aussi des contraintes physiques, il y a aussi des tendances évolutives qui peuvent exister. Le paysage est beaucoup plus complexe. Deuxième question philosophique, c'est la notion de progrès, de sens. Est-ce qu'il y a un sens à l'évolution des formes vivantes ? Là encore, je serai bref parce que c'est une question redoutable et qui méritera un long débat. Ce que dirait sans doute la majorité des biologistes aujourd'hui, c'est qu'il faut sans doute donner des critères si on veut trouver un sens à l'évolution. Dans le sens qu'on ne peut pas dire qu'il y ait des organismes qui soient plus évolués que les autres de manière absolue. Il y a eu des formes d'évolution différentes. Les micro-organismes, les bactéries aujourd'hui sont des organismes très évolués. Simplement, c'est des organismes qui ont optimalisé leur vitesse de reproduction et pas l'acquisition de fonctions complexes comme ont pu le faire d'autres branches de l'évolution. Donc il n'y a pas un sens unique à l'évolution des formes vivantes. Maintenant, troisième remarque, je voudrais dire aussi qu'il faut se méfier dans la théorie de l'évolution d'un certain nombre de visions très métaphysiques, comme celle du biologiste anglais Richard Dawkins, dont vous avez sans doute entendu parler, vision dans laquelle les gènes, au fond, traversent l'histoire. Il y a une volonté des gènes, il y a une vision Schopenhauer, analogue à la vision de Schopenhauer de l'action des gènes. C'est une vision totalement fausse, qui ne correspond pas à la vraie vision qu'ont la majorité des biologistes, et c'est, je pense, une vision dangereuse. Et puis, la dernière question que je n'ai pas abordée, mais qui évidemment est derrière souvent les interrogations sur l'évolution, c'est les rapports de l'être humain avec l'animal. Et en particulier aujourd'hui, justement, au niveau génétique, génomique, puisqu'on a la séquence complète des génomes de l'homme et puis de des singes qui sont le plus proches de l'homme du point de vue évolutif. Alors, il faut là encore se méfier de ce que disent certains biologistes. Par exemple, vous savez, on a beaucoup lu dans les journaux ces derniers temps que c'était extraordinaire la petite distance génétique qui séparait l'homme du chimpanzé. Ça n'a aucun sens scientifique de dire ça. 5% de différence, ce chiffre magique ou 1%, qui est le chiffre qu'on voit partout, ne représente qu'un des types de variations qui est intervenu lors de la spéciation différente de l'homme et du chimpanzé. Il y a beaucoup d'autres modifications qui ne sont pas prises en compte dans ce chiffre, et donc le chiffre qu'on peut donner varie de 1 à 10%. Deuxièmement, 1% c'est petit, si on veut. C'est très grand si on regarde le nombre de mutations qui a été impliqué dans cette variation. Ça représente à peu près au moins 30 000 variations élémentaires, et en prenant donc le minimum de variations. 30, ça veut dire qu'il y a 30 000 possibilités de modification de gènes qui sont intervenus dans la lignée humaine. Donc c'est beaucoup. Donc méfions-nous de ces chiffres qui ne veulent rien dire. J'ajouterais qu'il y a effectivement beaucoup peut-être de tendance aujourd'hui à tenter de réduire la distance entre l'homme et les animaux qui lui sont le plus proches au niveau des comportements, du langage, des cultures, etc. Je dirais qu'il faut toujours se méfier. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que souvent les personnes qui vont pendant un quart d'heure vous avancer tous les arguments qui montrent que l'être humain est tout à fait proche des espèces animales comme les singes, vont être les mêmes qui, dans les 15 minutes suivantes, vont vous dire que l'homme, l'être humain, fait courir un danger exceptionnel à la planète. C'est très étrange parce que quel est cet animal qui est comme les autres et dont pourtant l'action
sur le monde est absolument incomparable avec celle de toutes les espèces qui l'ont précédée. Il y a là un petit paradoxe qui demanderait à être éclairci. Alors, maintenant, rapidement, quelques conclusions. La première conclusion, j'essaie de vous montrer donc un état des lieux. Je pense, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il ne faut pas lier les choses de manière très simple. Dire, par exemple, le déterminisme génétique, c'est lui qui explique tous les enjeux éthiques, tous les débats éthiques aujourd'hui. Le paysage est complexe, les avancées ont été multiples. Des avancées comme les cellules, l'utilisation de cellules souches, posent un certain nombre de problèmes. Ce ne sont pas des avancées qui sont directement liées au progrès des connaissances moléculaires, etc. Donc, il y a un paysage scientifique complexe, ne le réduisons pas. Deuxièmement, j'ai essayé de vous montrer aussi que je pense qu'une grande partie des problèmes éthiques vient souvent d'une imprudence dans l'annonce des connaissances, d'une trop grande rapidité à vouloir appliquer des connaissances encore fragmentaires, d'un oubli des difficultés que met toute connaissance fondamentale pour devenir une connaissance pratique et d'une vision souvent trop limitée sur un seul aspect du problème. Maintenant, quelle est la bonne attitude à avoir face à ces développements biologiques? Alors, il y a en tout cas, je pense, plusieurs attitudes mauvaises. La première, qui a été elle aussi forte les dernières années, qui a tendance à s'estomper, aurait été de trouver le salut dans une relativisation des connaissances scientifiques. C'est-à-dire de montrer finalement, regardez, les biologistes, ils nous ont affirmé que ce qui était important, c'était les molécules, et puis aujourd'hui, ils nous disent que ce n'est pas les molécules, que c'est la vision globale qui est importante. Donc, vous voyez, au fond, la vérité scientifique, elle est changeante, elle n'est jamais la même, une vérité annule les autres. Bon, je pense que ça serait une très mauvaise piste à suivre, parce que relativiser la connaissance scientifique, c'est remettre en cause le pouvoir de la raison. Si on la relativise de cette manière globale, générale, c'est remettre en cause le pouvoir de la raison. Et je pense que personne dans nos sociétés n'a gagné à une remise en question de la raison et du pouvoir de la raison, et en tout cas sûrement pas l'Église catholique. Deuxième aspect, ça serait de vouloir prendre parti dans les débats et au fond de préférer certaines options prises par certains scientifiques, d'intervenir dans le débat scientifique. Par exemple, de dire cette vision globale aujourd'hui qui semble petit à petit prendre une importance croissante dans la biologie fonctionnaliste, elle est effectivement bien meilleure, abandonnant la vision réductionniste. Pourquoi ? Parce que comme j'ai essayé de vous le montrer, les choses ne sont pas si simples. Et deuxièmement, parce que, attention aux liens trop rapides. Souvent, on dit réductionnisme et déterminisme, donc danger. Vision globale, pas de déterminisme, pas de danger. Je rappellerai simplement que la philosophie que les nazis ont développée sur la vie et qu'ils ont essayé d'imposer aux biologistes allemands était une vision holiste, globale de la vie. Donc, attention à ne pas lier réductionnisme, déterminisme, problème, et puis holisme, pas de problème, respect de la vie. Les choses ne sont pas, les catégories ne sont pas aussi simples. Deuxième débat où, à mon avis, il ne faut absolument pas rentrer, c'est évidemment dans un débat sur l'évolution et le hasard. Pas rentrer, je veux dire, il faut évidemment être ouvert à ce débat, mais il ne faudrait surtout pas, par exemple, prendre le camp de certains scientifiques très minoritaires qui tentent aujourd'hui de remettre totalement en cause la théorie de l'évolution, le darwinisme, qui essaient de prôner un lamarckisme rénové, etc. Ce serait, à mon avis, une très mauvaise option, car c'est des courants très minoritaires qui, scientifiquement, n'apparaissent pas sérieux. Et le risque, évidemment, dans ce cas-là, c'est de courir à la défaite. Autre attitude qu'il faut laisser de côté, je pense, c'est l'attitude qui consiste à dire jamais, par exemple, on ne saura faire ci, jamais on ne comprendra ça, jamais on arrivera à fabriquer, comme je le disais, un être vivant artificiel. Il faut être très prudent parce que quand on regarde l'histoire de la science, l'histoire de l'humanité, beaucoup de gens ont dit jamais, et souvent
presque toujours ils ont eu tort. Donc ce n'est pas une attitude très prudente à mon avis. Je pense que la seule attitude, c'est de simplement prendre ces avancées scientifiques pour ce qu'elles sont, avec leur part d'incertitude, car il y a toujours une part d'incertitude, et essayer de voir en quoi elles nécessitent peut-être de revisiter, même philosophiquement, un certain nombre de questions. Juste pour évoquer, et ça sera ma conclusion, une question qui me semble assez fondamentale, c'est que nous avons raisonné jusqu'à il y a peu en termes de distinction bien tranchée, par exemple, entre la vie et la non-vie, ou bien alors entre l'homme et les espèces animales. Les choses apparaissaient relativement simples. On espérait qu'il y aurait soit des caractéristiques structurales, soit de fonctionnement qui distingueraient totalement les êtres vivants des êtres non vivants. On espérait qu'on pourrait définir des caractéristiques qui distingueraient totalement l'être humain des espèces animales qui l'ont précédé. Ce qu'il apparaît de plus en plus, c'est qu'il y a des différences, et nier les différences serait absurde, mais que ces différences sont souvent plus des différences de degré que de nature. Si on prend par exemple dans la culture, évidemment, la culture dans l'espèce humaine a acquis un développement, une importance considérable. Néanmoins, dans certaines espèces animales, on peut, sans, je pense, détourner le mot de son sens propre, parler de formes très simples de culture. Donc il me semble que ce qu'il sera sans doute nécessaire de penser, c'est la possibilité que apparaissent des discontinuités dans le monde, sans que pour autant on puisse faire apparaître des différences de nature. Une discontinuité qui vient d'un effet d'importance, d'un effet quantitatif, plus que d'une différence qualitative. Enfin, j'offre au moins ça à la réflexion des philosophes pour terminer. Merci beaucoup. Je vais présenter très rapidement le père Brice de Malherbe, qui depuis au moins 18 mois nous fait travailler à la baguette. Vous êtes donc diplômé de l'IEP de Paris, prêtre depuis 1994, le 25 juin, docteur en théologie depuis 2005, avec une thèse intitulée « Le respect de la vie humaine dans une éthique de communion, une alternative à la bioéthique à partir de l'attention aux personnes en état végétatif chronique ». Cette thèse a été publiée aux éditions Parole et Silence en 2006 et a reçu le prix Henri de Lubac 2007. Vous y montrez les insuffisances de la bioéthique, du moins dans sa matrice anglo-saxonne, pour guider le discernement, et vous proposez une approche alternative. C'est peut-être pas... Est-ce que vous appelleriez cela l'alter-bioéthique ? Fondée sur l'unité vertueuse d'un agir éclairé par la lumière de la révélation biblique. Depuis 2008, vous êtes co-directeur de la chaire de recherche éthique biomédicale et santé du Collège des Bernardins. Vous êtes enseignant à l'école cathédrale et à la faculté Notre-Dame et délégué de l'archevêque auprès des établissements hospitaliers catholiques. Je suis très impressionné de succéder à cette tribune au professeur Morange. Je n'ai ni ses qualités scientifiques ni ses qualités pédagogiques. Il nous a ouvert au domaine fascinant de la biologie cellulaire et surtout moléculaire, de la génétique et de leurs applications thérapeutiques actuelles ou espérées. Bien, il y a 40 ans, c'est fasciné par les progrès, notamment en matière de biologie cellulaire, permettant notamment d'analyser la dynamique relationnelle entre la cellule et son environnement. Cette fascination conduisait l'oncologue américain Van Rensselaer-Potter à proposer la construction d'un nouveau modèle éthique à partir du dialogue entre biologie et humanisme, entre la connaissance biologique, disait-il, et les valeurs humaines. Ce nouveau modèle prend le nom de bioethics, indiquant par le fait même qui de la biologie et de l'éthique tiendra le haut du pavé. De fait, Potter tient à ce que la méthode de ce nouveau modèle éthique soit celle des sciences expérimentales, c'est-à-dire fondée sur des hypothèses soumises à vérification. Et il s'agit bien, selon lui, de surmonter le préjugé selon lequel la sagesse serait un savoir
échappant à la rigueur scientifique, et son intention est de provoquer une révolution éthique à partir de la science semblable à la révolution accomplie dans le domaine de la physique. Une idée à connotation éthique devra donc être validée ou rejetée en fonction de son aptitude expérimentalement vérifiée à assurer la finalité de la bioéthique. Cette finalité, quelle est-elle selon Potter? La survie future de l'homme et l'amélioration de la qualité de vie des générations futures. Dans cette modeste histoire de la bioéthique, qui n'est qu'une histoire de la bioéthique, je commencerai par creuser, je crois que c'est toujours important de creuser les motivations des fondateurs et du fondateur de la bioéthique. Ainsi, il a cette finalité à la bioéthique, la survie future de l'homme et l'amélioration de la qualité de vie des générations futures. La conviction que la survie de l'humanité est en jeu, du fait du manque de réflexion sur les retombées environnementales des applications d'une science toujours en progrès, est capitale pour comprendre le projet de Potter. La bioéthique est avant tout une science de la survie, cette nouvelle sagesse indispensable pour préserver non seulement le bien-être, mais la vie même des générations futures. Le contexte est celui d'un combat eschatologique, et sous la plume de Potter, ce projet prend les dimensions d'un véritable messianisme. Un messianisme, cependant, où Dieu est absent. Pour Potter, en effet, il convient de rejeter toute forme de révélation pour se concentrer sur un, je cite, humanisme scientifique qui cherche à maximiser les valeurs humaines et à atteindre une compréhension rationnelle du monde dans lequel nous vivons. Cette évacuation du religieux n'empêche pas notre auteur de reprendre son vocabulaire. Il présente un credo bioéthique qui est présent en page de garde de son ouvrage, et armé de ce credo bioéthique, des missionnaires universitaires, une élite sachant combiner savoir scientifique et sagesse humaniste, et suffisamment humble pour reconnaître les limites de la science, va pouvoir évangéliser, le terme est de lui, contribuer à une revitalisation de la dynamique religieuse, de nouveau une expression qui vient de lui, dans le but de créer un mouvement unifié de valeurs communes dans la communauté mondiale. Réunis en un conseil sur le futur, de tels spécialistes devraient pouvoir influer sur les législations en formant un véritable quatrième bras de gouvernement doté d'un pouvoir consultatif et ainsi contribuer à transformer en dispositions pratiques les orientations prises en fonction des valeurs définies. Donc, organisation du monde en étant habité par la conviction que ce monde est le seul que nous ayons. Il n'y a pas d'espoir à attendre après la mort, et il s'agit donc bien d'assurer la survie, l'amélioration de la qualité de vie de l'espèce humaine en prenant en compte les potentialités déjà existantes et les contraintes imposées par la totalité de l'écosystème. Au fond, Bioethics Bridge to the Future, qui est le titre de l'ouvrage de Potter, est avant tout, me semble-t-il, un évangile de salut pour un monde en péril. En termes plus séculiers, nous parlerions d'utopie. Potter a mentionné l'influence qu'avait eue sur lui l'article de Margaret Mead, paru en 1957 dans Science, appelé « Toward More Vivid Utopias ». Et pour sa part, Hans Jonas a souligné comment la poussée technologique mondiale, sous le signe du progrès, tend vers cette dérive utopiste. Comment ne pas rappeler ici l'analyse de Modeste Vaquin sur la tentation de démesure guettant une certaine communauté scientifique, voire une société tout entière, qui ne limite plus sa pulsion épistémophilique. Mon propos, et peut-être ma thèse, est de pointer comment cette démesure affecte dans le projet bioéthique une considération, sinon assez raisonnable, du drame de la souffrance et de la manière d'y remédier. Si nous nous reportons au fameux credo du bioéthicien de Potter, nous y trouvons des réflexions auxquelles tous sans doute que nous signerions tous, de
d'accepter que la souffrance humaine fait partie de la condition humaine et de tout faire pour la soigner. Cependant, il y a derrière cette approche raisonnable une certaine démesure qui change la perspective et qui n'est pas sans risque. Et notamment, il est frappant de voir que chez Potter, il semble que la vision de la souffrance du prochain, de l'individu, de la personne, passe au second plan par rapport à la considération de la souffrance comme un désordre dans l'univers. Les pathologies sont pour lui avant tout un problème. Il parle du problème du cancer ou du problème de la poliomyélite. Et ces problèmes, me semble-t-il, finissent par diminuer la place de la personne qui souffre du cancer ou de la polio. Évidemment, rattachons cela à une vision anthropologique assez étonnante, puisque pour Potter, l'homme est une machine cybernétique prédisposée à l'erreur, je cite encore, autrement dit une machine vivante qui s'adapte à son environnement grâce au désordre préfabriqué en notre esprit. Regardez la souffrance comme un simple désordre, un problème à résoudre. C'est compter sur les normes sociales uniquement comme un corpus technique appelé à rétablir l'ordre pour une meilleure survie de l'humanité. Le désordre de la souffrance justifie une norme pour rétablir l'ordre, pour résoudre un problème. L'attention à la personne souffrante s'efface au profit d'une organisation sociale mondiale qui tende au bon développement de l'homme-machine, un développement qui préserve l'équilibre de la biosphère. J'ai donc essayé en quelques mots de rappeler cette tendance de fond de celui qui a lancé la bioéthique, mais maintenant, il faudrait sans doute prendre en compte cette distinction apportée par le sociologue François-André Isambert, qui affirme que la bioéthique de Potter est restée à l'état de simple projet et qu'il a été supplanté par une autre bioéthique, celle-ci protectrice et négative, une bioéthique qui est celle des institutions et des mesures de contrôle. Donc face à une bioéthique théorique qui finalement n'a jamais été appliquée, il y a, et comme en protection, une bioéthique des institutions qui se place en contrepoint. Et certes, les comportements et les législations sont plutôt héritiers de la bioéthique du rapport Belmont ou de l'école de Georgetown, centrée sur les questions d'éthique médicale dans un souci de politique de santé publique. Cependant, selon les mots mêmes de Potter, même si sa conception de la bioéthique réclame une vision beaucoup plus ample, l'optique générale adoptée par exemple par le Kennedy Institute et tout ce qui l'a influencé concorde essentiellement, selon lui, avec sa vision originaire. Et certains thèmes de fond, déjà mis en avant par Potter, tels la priorité de la qualité de la vie ou l'affirmation d'une nature biologique de l'homme, sont repris par des auteurs aussi influents qu'Engelhardt ou Peter Singer. L'on sait notamment que pour Singer, la considération de la capacité à souffrir est ce qui doit guider le sort moralement réservé aux êtres jusqu'à gommer les frontières entre espèces. Je pense que l'héritage de Potter n'est pas à négliger. Un exemple parmi d'autres, cette déclaration d'un des auteurs très influents pour la bioéthique européenne, Gilbert Ottois, déclaration en 2000, ici même à Paris, dans le cadre de l'Université de tous les savoirs, qui s'exprimait ainsi. Les idées de la postmodernité technosymbolique ouvrent l'avenir infiniment, multiplient l'espérance, entretiennent l'esprit d'aventure, de création, d'exploration, d'évolution et d'émerveillement. Hors d'elles, seul un futur d'anéantissement physique à moyen ou long terme se profile encore pour l'espèce humaine, dimension eschatologique apocalyptique. Avec elle, ce risque d'annihilation pure et simple n'est pas écarté, mais il cesse d'être le destin fatal sur lequel débouchent aujourd'hui concrètement les imaginaires métaphysiques et théologiques traditionnels qui ne reconnaissent à l'humanité qu'une transcendance symbolique. Mais la postmodernité doit être réellement postmoderne, c'est-à-dire se construire sur la base assurée d'une traduction dans les faits de l'essentiel des idéaux modernes dont l'humanité reste aujourd'hui encore bien éloignée.
La postmodernité doit encore viser la diminution de la souffrance, pas seulement celle des humains, comme le voulait déjà la modernité, mais celle de tous les vivants. Donc ce projet, j'ai employé le terme de démesure, ce projet messianique, pourrait-on dire, d'éradiquer la souffrance, non seulement chez l'homme, mais dans l'entièreté du vivant. Il y a donc, dans la rhétorique de ces auteurs, ce désir fantasmatique d'organiser le salut de l'espèce humaine, un salut qui passe justement par l'éradication de la souffrance. Et cette souffrance vue comme donnée globale, qui pèse sur la balance entre bien-être et mal-être au niveau de la planète, ce qui peut éventuellement justifier l'élimination du souffrant dans quelques cas. Qu'en est-il maintenant de la bioéthique institutionnelle? Je ne pouvais évidemment pas faire un tableau complet. Je suis heureux que soient dans la salle plusieurs acteurs de cette bioéthique institutionnelle dans notre pays, ce qui nous promet un débat enrichissant. J'aimerais simplement partir de l'exemple de la recherche sur l'embryon en contexte français, en faisant un peu l'histoire de certains rapports qui ont compté dans l'élaboration de la législation, pour essayer de montrer comment, à travers cet exemple, on voit que la bioéthique institutionnelle elle-même fonctionne aussi sur ce moteur, j'allais dire, au nom du traitement de la souffrance. Finalement, les frontières de l'éthique bougent. Rappelons pour mémoire l'influence sur la réflexion française du rapport Warnock de 1984 en Grande-Bretagne sur la reproduction humaine et l'embryologie, le premier du genre en Europe, si je ne me trompe. Ce rapport est traversé par une conviction. La frustration du désir d'enfant justifie la légalisation des pratiques de fécondation artificielle et donc des éléments conditionnant leur efficacité, production, congélation et recherche sur les embryons surnuméraires, recherche sur la fécondation interespèces. Et concernant la recherche sur l'embryon, le rapport estime que le respect de l'embryon ne saurait être absolu et pourrait être sous-pesé avec les bénéfices dérivant de la recherche. Certaines recherches, donc, ne pourraient faire l'économie de l'utilisation des embryons humains et, par exemple, nous le mentionnons tout à l'heure, des cas comme la trisomie 21 ou les recherches sur les processus de fécondation humaine justifieraient donc la recherche sur l'embryon. Et c'est pourquoi le rapport considère possible ces recherches jusqu'à la fameuse limite du 14e jour. Pour la Commission, il s'agit donc avant tout de favoriser ce qui remédie à la souffrance de ne pouvoir engendrer, sachant qu'elle est attentive à réglementer les pratiques pour calmer, je dirais, cette autre souffrance, collective cette fois, la souffrance qu'elle appelle les préoccupations, l'inquiétude ou l'anxiété de l'opinion publique. Si nous traversons la Manche, et nous venons en France, 2 ans après le rapport Warnock, avis numéro 8 du 15 décembre 1986 du Comité consultatif national d'éthique, est traversé par une tension qui reviendra souvent dans les documents français. Je pense que M. Leonetti a fait allusion indirectement tout à l'heure. Comment concilier le respect de la vie humaine naissante et les progrès attendus en matière de connaissances scientifiques et en thérapie? Le comité souhaite faire prévaloir dans un premier temps les significations anthropologiques, culturelles et éthiques du début de la vie humaine, ainsi que les conséquences ou les bouleversements que certaines pratiques ou recherches pourraient entraîner sur l'ensemble des représentations de la personne humaine, sur les avantages qui pourraient résulter pour le progrès des connaissances ou l'amélioration des thérapeutiques d'une réduction à l'état d'objet de la personne humaine, fût-elle potentielle. Donc, en commençant son avis, il y a cette annonciation d'une volonté de faire prévaloir le respect d'une certaine dignité de l'embryon sur le progrès des connaissances ou l'amélioration des thérapeutiques. Concernant la recherche sur l'embryon humain in vitro, partant du fait que cette recherche existe déjà et qu'elle doit être réglementée, le comité, malgré l'opposition de certains de ses membres, admet des essais cliniques destinés à l'amélioration des performances de la FIVette et ouvre, pour ainsi dire à reculons, la possibilité de recherche sur les embryons surnuméraires. Subrepticement, la supériorité symbolique du respect de l'embryon sur les avancées thérapeutiques escomptées a laissé place à la tolérance d'un arbitrage
sous couvert de conflits de valeurs entre respect de l'embryon d'un côté et intérêt médical d'un projet de recherche. L'espoir thérapeutique fait bouger les frontières éthiques. Rappelons en effet que 2 ans auparavant, le CCNE avait recommandé d'interdire le maintien artificiel de la vie de l'embryon ou du fœtus en vue de la recherche ou de prélèvements à fin thérapeutique. Le rapport du Conseil d'État de 1988 sur sciences de la vie, de l'éthique au droit est assez proche de l'avis du CCNE et propose d'autoriser, lui, à certaines conditions, ces recherches sur l'embryon, pour l'embryon en tout cas non destiné à être réimplanté. Certaines recherches seraient autorisées et nous trouvons également dans ce rapport le binôme entre progrès thérapeutique et progrès scientifique, bien souvent évoqué. Le rapport dit, évidemment, on pourrait interdire toute recherche, mais ce serait à la fois inefficace parce que ça risque d'être fait clandestinement et excessif puisque les chercheurs ne l'accepteraient pas. Nous prenons quelques années et nous arrivons au rapport Mattei de 1994 qui est assez proche, j'allais dire, de la logique de fond du premier rapport britannique, le rapport Warnock, où, tout en déplorant que le législateur ne se soit pas prononcé plus tôt sur les techniques de FIVET, le rapport estime qu'il n'est pas possible de revenir sur ces techniques et, de ce fait, pour un bilan finalement plutôt positif de la FIVET, partant de là, au nom de l'efficacité de ces techniques, accepte la création d'embryons surnuméraires et avalise également leur cryoconservation. Et si la création d'embryons aux seules fins de la recherche, si le clonage et toute recherche à caractère purement fondamental ou spéculatif sont fermement rejetés, une porte est ouverte aux études sur les embryons, dans les seuls cas où la recherche se justifie par une finalité médicale. Voilà le point. On le sait, la loi du 29 juillet 1994 interdira toute expérimentation sur l'embryon, mais autorisera à titre exceptionnel des études à finalité médicale après consentement écrit du couple géniteur et à condition que celle-ci ne porte pas atteinte à l'embryon. 1997, le clonage de la brebis Dolly et le premier isolement l'année d'après de cellules souches embryonnaires humaines dérivées de blastocystes par l'équipe de Thomson. Ces 2 événements ont évidemment donné une nouvelle actualité au débat sur les recherches utilisant des embryons humains. C'est ce que disait le professeur Morange tout à l'heure. Le progrès scientifique amène nécessairement des nouvelles questions éthiques. Les textes internationaux, Convention d'Oviedo de 1996, Déclaration sur le génome humain et les droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies du 9 décembre 1998, éludent quelque peu le sujet des recherches sur l'embryon ou renvoient aux législations nationales. Il nous faut donc nous rabattre de nouveau sur les différents rapports parus en France 5 ans après les lois de bioéthique, 1999. Plusieurs ont noté à ce sujet le tournant amorcé par l'avis 53 du CCNE, daté du 11 mars 1997. Le CCNE anticipait, donc on peut lui rendre hommage à la suite du professeur Morange, le CCNE anticipait sur la création envisagée de lignées de cellules souches embryonnaires humaines pour éviter que les biologistes, les médecins et les autorités sanitaires se trouvent face à de difficiles problèmes si ceux-ci n'avaient jamais été discutés auparavant. La conclusion de cette discussion au sein du comité montre une fois encore comment l'argument thérapeutique, la perspective de venir remédier à une souffrance, fait tomber les barrières éthiques. Voici ce que nous lisons dans les recommandations. L'article L152.8 du Code de la santé publique interdit aujourd'hui toute recherche sur l'embryon. De ce fait, l'établissement de lignées de cellules ES à partir de blastocystes humains obtenus par fécondation in vitro et cultivés ex vivo n'est pas possible. Cependant, compte tenu des importantes perspectives dans les recherches thérapeutiques, des dispositions nouvelles prises dans le cadre de la révision de la loi prévue à l'échéance de l'année 1999 devraient permettre de modifier cette interdiction. Et le comité propose alors, sous certaines conditions, d'accepter de nouveau la recherche sur principalement les embryons congelés qui ne font plus partie d'un projet parental.
Le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de la même année est, à l'époque, en 1999, plutôt plus prudent. Et après un écho du débat sur la valeur de l'embryon entre respect de la vie dès l'origine et personnification différée, un inventaire des législations internationales reste prudemment sur un exposé de l'alternative qui se pose au législateur: refuser toute transaction avec le principe du respect de la vie dès son origine, et donc laisser ces embryons congelés finalement au bout d'un moment être détruits, ou bien s'appuyer sur la notion de personnification différée de l'embryon et autoriser toujours des recherches sur les embryons surnuméraires selon certaines limites. 99 toujours, rapport du Conseil d'État, où nous trouvons de manière très frappante exprimer encore ce qui me semble, enfin ce que j'essaye de défendre comme une thèse, c'est-à-dire également la bioéthique institutionnelle, finalement à partir de l'argument de traiter la souffrance, fait bouger les lignes éthiques. En matière de recherche sur l'embryon, il s'agit d'un équilibre, je cite, entre le respect de la vie dès son commencement et le droit de ceux qui souffrent à voir la collectivité entreprendre les recherches les plus efficaces possibles pour lutter contre leurs maux. Il ne s'agit donc pas de cantonner la recherche dans les limites du respect de la dignité de la personne. Le respect de la vie humaine est clairement, de nouveau, mis en balance avec la nécessité de répondre à des souffrances. Le rapport un peu plus loin est très clair là-dessus. Pour appréhender dans sa globalité le débat éthique posé par le statut de l'embryon, il faut aussi prendre en compte son autre dimension, qui consiste à savoir jusqu'à quel point la sauvegarde du principe du respect de l'embryon et son assimilation à une personne peuvent faire obstacle à la lutte contre la stérilité ou contre les maladies graves qui n'ont aujourd'hui pas de traitement. Car pour l'essentiel, les techniques d'assistance médicale à la procréation et les recherches entreprises sur l'embryon à l'étranger ont pour objectif de faire reculer la souffrance humaine résultant de la stérilité, du handicap ou de certaines maladies dégénératives. C'est donc essentiellement au nom de la réponse impérative aux souffrances de personnes atteintes de maladies très graves et incurables que le rapport propose aux législateurs d'autoriser les recherches sur l'embryon sous certaines conditions. On pourrait citer d'autres rapports encore, je ne veux pas être trop ennuyeux dans la simple énumération de tous les rapports, et puis sans doute nos deux juristes reviendront sur la question. Vous savez que la loi de 2004 opta pour le maintien du principe de l'interdiction des recherches sur l'embryon humain, tout en ouvrant, à titre exceptionnel et dérogatoire pour 5 ans, la possibilité de recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires sous certaines conditions, et notamment lorsqu'elles sont susceptibles de progrès thérapeutiques majeurs et en l'absence de méthodes alternatives d'efficacité comparable. Deux rapports en 2006, bien connus, le rapport du député Pierre-Louis Fagnès d'une part, le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de M. Claes d'autre part. Le rapport du député Pierre-Louis Fagnès propose et recommande de passer d'un régime dérogatoire à un régime d'autorisation des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ses motivations, il semble s'éloigner de la logique d'une pression selon les espoirs thérapeutiques, en laissant entendre que les applications thérapeutiques à partir des cellules souches embryonnaires sont encore loin et que l'intérêt de telles recherches se situe plutôt au niveau de la recherche fondamentale, en plus de constituer un intérêt économique important. Il me semble en fait qu'à travers cette argumentation, l'argument thérapeutique demeure, même s'il est reporté dans le temps. On n'attend pas des applications thérapeutiques immédiates, mais on espère, en encourageant la recherche scientifique, une application thérapeutique ultérieure. Il écrit à propos de l'utilisation des cellules souches embryonnaires en pharmacologie: actuellement, la difficulté principale pour une telle utilisation des cellules souches embryonnaires est la mise au point de conditions de culture standardisées et reproductibles, maîtrisées. Les cellules souches embryonnaires pourraient être utilisées à des fins thérapeutiques et pour la recherche. Donc au conditionnel, on reporte dans le temps, mais me semble-t-il, la pression est toujours la même.
En conclusion du débat scientifique sur les cellules souches embryonnaires, de nouveau, le rapport dit ceci: outre les avancées thérapeutiques et médicales, le champ d'utilisation des cellules souches embryonnaires offre à l'industrie, intérêt économique, offre à l'industrie des perspectives très intéressantes. Le potentiel économique des découvertes sur les capacités des cellules souches vient de leur possible brevetabilité qui concerne les procédés et pas les produits vivants. Évidemment, là, j'ouvre tout un autre débat sur les enjeux économiques. Enfin, au détour d'une page, peut être lue cette phrase étonnante qui est bien selon le principe énoncé dès les premières pages du rapport, selon laquelle la bioéthique est par nature évolutive et transgressive. On lit ceci donc: il faut pouvoir multiplier les lignées de cellules ES pour développer des projets de recherche fondamentale ambitieux, mais aussi procéder à des essais cliniques qui, pour des raisons évidentes, ne peuvent être conduits directement chez l'homme. Donc il y a affirmé de manière claire le fait que l'embryon ne fait pas partie de l'humanité en tout cas dans l'idéal qu'on peut en avoir. La même année, le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques va dans le même sens d'une autorisation contrôlée. J'en profite pour dire que M. Alain Claes, qui était invité à ce colloque, a très aimablement répondu qu'il serait bienvenu, mais malheureusement, il a été retenu par d'autres obligations. Et pour disons, argumenter dans le sens d'une autorisation contrôlée, le rapport, finalement, tranche la question des recherches sur l'embryon selon l'impérieuse nécessité qu'il s'est fixée de concilier 3 principes, afin, dit-il, de respecter la dignité de la personne humaine. Premier principe, la liberté de penser, c'est-à-dire la liberté du chercheur, qui doit savoir quelles limites la société entend fixer à son activité. Deuxième principe, les droits des malades et des personnes handicapées à voir atténuer leurs souffrances et accroître leurs espoirs de guérison, ce qui nécessite la recherche et l'expérimentation. Troisième principe, le respect de la personne et du corps humain. Une fois de plus, la nécessité de l'expérimentation pour remédier à des souffrances a prévalu, me semble-t-il, sur le questionnement éthique posé sur l'embryon. Ce questionnement, d'ailleurs, dans ce rapport-là, est, dès l'introduction, mis de côté. Si nous prenons, et avant de conclure, si nous prenons les 2 derniers rapports, en tout cas des instances que j'ai choisies, à la fois l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques technologiques et celui du CCNE, nous attendons encore celui du Conseil d'État. Donc le rapport de l'OPEX de novembre-décembre 2008 reprend en substance en fait la recommandation de son rapport de 2006 de passer du régime d'interdiction assorti de dérogation à celui d'une autorisation contrôlée. Le CCNE, quant à lui, dans son avis 105 du 9 octobre 2008, a pris l'option du questionnement pour nourrir les États généraux de la bioéthique sans apporter de recommandations tranchées. Je cite: « La question se pose aujourd'hui de savoir si l'évolution des pratiques biomédicales justifie que l'on autorise la recherche sur l'embryon et les cellules souches issues d'embryons surnuméraires sans en passer par le système dérogatoire actuel. Sur le plan des idées, il s'agirait de faire ressortir les valeurs que constituent la recherche et la liberté des chercheurs. Ce changement de perspective n'empêcherait pas de soumettre les recherches aux mêmes conditions restrictives qu'aujourd'hui, tant pour ce qui est de leur finalité que du consentement des couples. Le risque serait cependant que cette autorisation conduise, sur un plan symbolique, à conférer à l'embryon un statut de chose. Or, c'est ce que le législateur de 2004 a voulu éviter. Quelles que soient les convictions des uns et des autres quant au statut ontologique de l'embryon humain, il est difficile de nier, précisément, son caractère humain, à défaut de quoi la science s'intéresserait différemment à lui. Quelques mots de conclusion maintenant, si vous le voulez bien. Je commencerai par dire qu'il pourrait sembler étrange. Il pourrait sembler étrange de s'étonner, comme je l'ai fait, de s'étonner que l'espérance thérapeutique, la perspective d'un soulagement de la souffrance, même si elle sert parfois exagérément sans doute d'alibi, mais pourquoi s'étonner que l'espérance thérapeutique soit le facteur majeur d'un déplacement des positions éthiques socialement validées dans le domaine de la biomédecine? Paul Ricoeur le rappelait,
La médecine est l'une des pratiques fondées sur une relation sociale pour laquelle la souffrance est la motivation fondamentale et le télos de l'espoir d'être aidé et peut-être guéri. Et je dirais qu'heureusement que cette espérance motive encore bien des chercheurs dans leur quête non seulement de recherche scientifique fondamentale, mais dans leur quête de nouveaux traitements, de nouvelles techniques aussi au service des patients. Et par ailleurs, tout en étant conscient des tensions entre souffrance individuelle et arbitrage sociétal, il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessaire réflexion de santé publique. Sur bien des points, progrès des recherches, traitement de pathologies particulières ou prise en charge des populations, une concertation internationale, voire planétaire, est certainement bénéfique. Il me semble cependant qu'historiquement, tant chez les biocrates, pour reprendre l'expression d'Isambert, tant chez les biocrates que dans la bioéthique institutionnelle, il y a tendance à partir de l'attente universelle envers les acteurs de la médecine, celle d'une sollicitude efficace envers la personne et sa souffrance, pour la surinvestir dans le sens d'un salut délivrant de toute souffrance. Un salut où il est admis que l'homme ne peut plus compter désormais que sur les capacités de son intelligence. Peut-être faudrait-il alors réécouter ce que ce prophète, je dirais, Bernanos, exprimait déjà au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'approche purement rationnelle d'un monde matérialiste voit dans la souffrance uniquement un problème à résoudre. Bernanos écrivait ceci: « L'intelligence, réduite à ses propres forces, ne croit trouver dans la nature qu'indifférence et cruauté. Mais c'est sa propre cruauté qu'elle y découvre. À proprement dire, ce n'est pas la souffrance qu'elle condamne, c'est ce qui lui paraît une anomalie, un gaspillage, une mauvaise organisation de la souffrance. Le risque est alors que la gestion utilitariste de la souffrance, surtout si elle s'associe à l'exigence économique de rentabilité, finisse par éliminer les mal fichus, pour reprendre l'expression même de Bernanos. Si nous prenons la gestion éthiquement optimisée de la santé d'Engelhardt, par exemple, le rôle moral du professionnel de la santé est celui du bureaucrate, rappelant aux patients leurs droits et s'assurant que ceux-ci sont cantonnés à leurs justes limites. C'est aussi un monde, pour Engelhardt, où les ressources étant limitées et les technologies chères, il apparaîtra clairement raisonnable de devoir traiter au maximum, puis de provoquer librement la mort lorsque les traitements échouent et que la douleur et la souffrance deviennent intolérables. Telle sera l'utilisation, écrit Engelhardt, la plus raisonnable des ressources dans un monde sécularisé. C'est enfin un monde où les nourrissons ou les vieillards séniles sont des êtres humains impersonnels dont la vie sera évaluée par ceux qui sont pleinement des personnes et qui peuvent éventuellement décider de leur donner, généreusement, une valeur sociale personnelle. À travers l'exemple de la recherche sur l'embryon, j'ai essayé de montrer comment la bioéthique institutionnelle, dans certains pays comme le nôtre, si elle peut être en retrait par rapport aux théoriciens de la bioéthique, en vient pourtant à déplacer les critères du respect de la vie humaine à partir de l'exigence de satisfaire le désir d'enfant et d'espoir thérapeutique plus ou moins avérés. Ainsi, la souffrance comme assignation réclame la réécriture des normes en s'appuyant sur le sentiment commun de sympathie et peut-être même des attentes déraisonnables, je cite Ricoeur ici, des attentes déraisonnables d'une opinion publique qui demande trop à un corps médical dont elle redoute par ailleurs les abus de pouvoir. Recherche sur l'embryon, élimination des fœtus dont le diagnostic prénatal est défavorable, pratique des arrêts de vie en néonatologie dont on n'ose pas trop parler dans notre pays, de proche en proche semble s'instaurer le dualisme entre, d'une part, les êtres humains impersonnels dont la valeur sociale est octroyée et ceux qui ont ce pouvoir d'octroyer le statut de personne en tant que personne au sens plein. Répondant à la pression de certaines associations qui, médiatisant des cas de souffrance exposés, souhaitent la légalisation de l'euthanasie, Jean Leonetti rappelait que la barbarie civilisée reste un risque pour nos sociétés évoluées. Tout en disant cela, je suis conscient que, sans doute avec M. Leonetti, nous ne ferions pas la même analyse des faits, ou en tout cas, il parlait de conflits entre deux biens,
Donc je ne veux pas récupérer trop M. Leonetti pour ma propre thèse. Je note simplement que dans un article dans Le Monde, il a dit ce que je n'aurais pas osé dire: la barbarie civilisée reste un risque pour nos sociétés évoluées. Ne convient-il pas dès lors, en matière d'éthique biomédicale, de retrouver, comme l'écrivait Ricoeur, le chemin de la prudence, et notamment du respect du caractère insubstituable de la personne, toujours en devenir, que des perspectives matérialistes ou utilitaristes ont pu gommer. Pour ce faire, il convient de ne pas négliger la place des sources morales qui fondent les normes. Je cite de nouveau ici Ricoeur. Il convient surtout de se souvenir que la souffrance n'est pas un problème qui se résout par la dextérité technique, mais un affect qui appelle la sollicitude de l'amour. Je vous remercie de votre attention.